d'un mec qui s'appelle Xavier Damalmaison. Le serpent, on peut donc cacher les spirales dans les serpents. Non, dans le fond des aquariums à Saint-Caro. C'est grave, je monte pas dedans. Ouais. 7 mai 2026, ultime café littéraire de la saison. Mon plaisir est grand, cher public, de vous revoir et de vous recevoir une dernière fois et d'accueillir à la médiathèque Valais de Saint-Maurice avec vous, pour vous et pour la première fois, Nicolas Verdand, à qui je souhaite la bienvenue et que je remercie puisqu'il a accepté d'être des nôtres. Merci à vous. Nicolas Verdand est né en 1971 à Vevey, mère grecque, père suisse. Enfant, il arpente les rues, parcourt les vignes, trace les forêts de Chardonne et regarde au loin scintiller le lac. Le soir, à table, c'est souvent la Grèce qui s'invite. Il fréquente le gymnase de Burier où son père et ses deux oncles enseignent. Ses études en sciences politiques à l'Université de Lausanne nourrissent son intérêt pour la politique internationale et l'actualité. Et c'est presque naturellement qu'il est conduit au journalisme. Pour le quotidien 24 heures, vous voyagez, Nicolas Verdand, au Proche-Orient et dans les Balkans. Vous observez, condensez, puis rapportez, mais sans juger. Fidèle aux ambitions de votre personnage Thémis, au-delà de la quête d'informations sur les voies de l'immigration, il vous faut un propos. Écriture responsable donc, sérieuse, essentielle, puisque pour réveiller les consciences, elle doit dire, en faisant résonner juste le mot inspiré du vécu. Et puis, il y a ce séjour de plusieurs mois en Grèce. Lorsque vous rentrez en Suisse, dans vos sacoches, un manuscrit, Rendez-vous de Thessalonique, qui sera édité aux éditions Campiche et qui démarre une nouvelle aventure. Sur le papier, sous votre plume, s'écrivent désormais les pages d'une œuvre qui se partage entre romans, romans biographiques, romans noirs, romans policiers, et où dansent vos personnages, un peu comme le décrit le poète et essayiste grec Yorgos Témélis. Visages innombrables, garçons et filles, filles et garçons que je ne connais pas, mais que je vois descendre les escaliers des maisons qui viennent, fumant de loin comme de grands bateaux qu'allume le soleil, comme les oiseaux des îles qui descendent le cours du temps pour porter les âmes que nous avons perdues, les voix que nous attendons. Très beau. Ryszard Kapuscinski, dans Autoportrait d'un reporter, écrit « Notre expérience historique montre que seule une partie de l'humanité peut vivre convenablement. Par conséquent, nous savons que nous entrons dans le XXIe siècle avec l'injustice et j'estime que celui qui voyage et voit les deux côtés de la médaille a le devoir d'écrire à ce sujet. » En épigraphe de son ouvrage « La Charte d'Athènes », texte fondamental de l'urbanisme moderne, publié en 1943 par Le Corbusier, l'architecte écrit « Il faut toujours dire ce que l'on voit, surtout il faut toujours, et c'est plus difficile, voir ce que l'on voit ». Nicolas Verdand, vous êtes journaliste, vous êtes écrivain. Les mots pour dire sont les mêmes, leurs intentions divergent un peu. Quel sens reconnaissez-vous à l'écriture et pensez-vous qu'elle doit être toujours engagée? Je ne me pose pas forcément la question, mais c'est vrai que du moment qu'on voit, qu'on entend et qu'on prend la plume pour restituer, il y a déjà une forme d'engagement. Après, il y a l'engagement évidemment politique, l'écriture engagée, l'écriture militante. Et là, il y a une prise de conscience. On va se saisir de la plume ou de l'ordinateur pour faire passer un message. Moi, je vois plutôt l'engagement comme une capacité à entendre, à regarder et puis à raconter. En tout cas, c'est comme ça que j'envisage mon métier de journaliste et puis mon métier d'écrivain. Alors, j'ai tendance à très clairement, enfin, j'ai pas tendance, je m'efforce de clairement séparer les deux. Il y a la casquette du journaliste et puis il y a celle de l'écrivain. Les écritures sont très différentes et puis il y a bien sûr le parti pris de la fiction. Mais la fiction
elle rejoint clairement les observations du journaliste, ce que j'observe dans mon travail, parce que je vois beaucoup de monde dans mon travail. J'ai beaucoup voyagé aussi à une époque par mon travail. Ça forme tout un corpus qui va alimenter les livres à venir. Alors en 2005, vous avez 34 ans et vous publiez un très bel ouvrage, votre premier roman, Le rendez-vous de Thessalonique. Lorenzo, architecte, la quarantaine, habite Genève. Déçu par sa profession comme de son couple, il décide de tout balancer, de prendre la route. Voilà des années que je n'habite plus ces maisons que je dessine. Je contribue par mon travail à la parcellisation d'un territoire de plus en plus reclus. Mes livings sont peut-être vastes, mes chambres à coucher ont certes vue sur le lac et mes salles de bain communiquent. J'ai pourtant l'impression de bâtir des prisons. Mes clients me demandent de l'espace, je leur offre des mètres cubes de vide. Ils y respirent, j'y suffoque. Il embarque donc à Venise pour Igoumenitsa, pas facile, c'est vrai. Un petit port en Épire en face de l'île de Corfou, à quelques kilomètres de la frontière albanaise. De là, il met le cap sur Thessalonique, cette ville chimérique au nord de la Grèce, où il veut rejoindre son ami Thémis, parti en reportage, enquêter sur des migrants et exploité par des passeurs dénués de tout scrupule. Vous êtes journaliste, Nicolas Verdon, comme Thémis, sans doute bien convaincu aussi de ce que Lorenzo pense du voyage, une forme sublime de lâcher-prise. Alors lequel de ces deux personnages vous a inspiré ou vous inspire le plus? Je dirais que c'est la recherche de l'un par l'autre qui m'inspire. Et donc, en fait, je me retrouve dans l'un et l'autre. Et puis, il y a un des deux qui a fait très peur à ma maman, si je peux dire, à l'époque. Quand elle a lu mon premier roman, elle a dit « J'espère que tu ne corresponds pas à celui qui est parti et qui vit à Thessalonique et qui se laisse aller et qui disparaît dans la Grèce. » En plus, j'avais choisi la ville grecque du Nord, pas par hasard. Là, je parle de moi. Quand j'ai écrit ce livre, il s'était inspiré par un voyage, une quête des origines. Au lieu d'aller dans le Péloponnèse ou à Athènes, d'où je suis originaire, je suis allé dans le Nord et puis j'ai voulu m'affranchir de la famille parce que si j'allais à Athènes, mes grands-parents m'auraient entouré, fait à manger, j'aurais été invité, je connaissais tout le monde et puis j'aurais stagné dans ma connaissance du pays. Tandis que là, j'étais vraiment dans la Grèce du Nord, en hiver. Il a fait entre 0 et -2 pendant tout l'hiver là-bas. Il faut voir, Thessalonique, c'est vraiment une ville étonnante au bord de la mer qui ne correspond pas aux clichés qu'on peut se faire de la Grèce. Et donc là, oui, il y avait une forme d'abandon, de perte que j'ai mis en scène avec ce personnage. Mais celui qui part à la recherche, c'est peut-être qui me correspond plus, dans le sens où il y a toujours chez moi cette envie de partir et cette quête de quelque chose. Alors, arrivé à Thessalonique, Lorenzo découvre une cité froide. Côté montagne, elle se fait mordre le flanc par le Vardari, le vent du nord qui déboule sur la ville comme autrefois les peuples slaves qui la convoitaient. Côté mer, elle se laisse prendre sans défense par l'humidité qui glace jusqu'à mes draps de lit. Traversée par un incessant mouvement est-ouest, la cité pourrait jouer ce trait d'union entre Orient et Occident. Mais figée sur elle-même, Thessalonique vit en circuit fermé. Emprisonnés dans leur voiture, ses habitants tournent en rond. Accrochés à leur volant, ils tentent chaque jour de s'inventer de nouveaux parcours. Ils finissent pourtant tous par rejoindre la perpétuelle procession automobile qui un jour étouffera la ville. Et pourtant, Thessalonique est, comme l'écrit Gilles Zilberstein dans son essai « Thessalonique dans le flux des vivants et des morts », prolixe en vestiges, par quoi affleure ici et là, telle d'entre les diverses strates qui façonnèrent sa personnalité. Royaume de Macédoine, romantique, empire byzantin, interlude vénitien, séculaire occupation ottomane, irruption des Lévantins, puis grand retour au giron grec. Votre père est vaudois, très attaché au travail de la terre, très attaché à la vigne. Votre mère est grecque. Et vous,
Comment vous définissez-vous au carrefour de ces deux origines? Comment parleriez-vous aujourd'hui de la Grèce si on vous interrogeait? En fait, des deux côtés, j'ai des origines paysannes. Bon, je précise quand même que mon père était prof, mais en même temps, il est retraité, mais il travaillait la vigne aussi, et il vinifiait, c'est vrai. Mais du côté grec, ma mère vient d'un village perdu de la côte ouest du Péloponnèse, et elle est née en 1944, et avec ses parents et sa sœur, ils ont vécu ce qu'on appelle l'exode rural. Donc à la fin de la guerre, il y a une guerre civile en Grèce qui pousse beaucoup de Grecs vers Athènes, et Athènes devient la cité qu'on connaît si on y est allé, une ville tentaculaire, immense, grossie par justement l'exode rural, notamment après-guerre. Donc moi, j'ai ces racines paysannes des deux côtés, mais très contrastées évidemment. Alors, quand j'allais à Athènes, par exemple, chez mes grands-parents, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre de quelle Grèce il s'agissait. Parce que je voyais à la fois la Grèce de ma grand-mère avait refusé de vivre dans un bloc à Athènes avec l'argent de son frère qui avait fait de l'argent en Amérique. Elle avait acheté un lopin de terre sur lequel elle avait d'abord posé un poulailler, puis après en 1955 elle a posé une maison, et puis ils avaient leur jardin. Donc on se retrouvait dans un jardin avec les odeurs de citron, de basilic, les oliviers, les légumes, les poules. Et puis, elle faisait à manger, mon grand-père était cuisinier, c'est ça la Grèce. Mais d'un autre côté, j'avais mon père, prof de latin et de grec, qui nous emmenait à midi tapante voir l'Acropole, les antiquités grecques, le musée. Et puis entre deux, il y avait la ville. Et puis cette Grèce-là, cette Grèce moderne, cette Grèce avec une histoire très tourmentée, c'est bien après que je l'ai comprise, mais au début pour moi la Grèce c'était le jardin des grands-parents, l'Acropole et puis bien sûr la plage. Voilà. Ouais. La plage quand même, Ouais, parce que quand la même, mer grecque est magnifique. Oui, parce que bien sûr, alors on allait toujours se baigner, mais alors on allait aussi dans une station typiquement des années 60 où mon grand-père avait un petit appartement. Et c'était pas les Cyclades non plus, c'était la mer du golfe de Corinthe, on va dire. C'était avec une ambiance très 60s, avec des calèches qui passaient dans les rues, puis des bagnoles partout. Bon, ça, c'était la Grèce. Moi, j'ai connu cette Grèce étouffante de la voiture qui a explosé, si on veut dire, à partir des années 70, et qui maintenant s'est considérablement calmée. Athènes ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était. Elle est beaucoup plus respirable. Alors, au cœur de votre ouvrage, il y a ce poème de Constantin Cavafy, La ville. Tu ne trouveras pas d'autre lieu, tu ne trouveras pas d'autre mer. La ville te suivra partout. Tu traîneras dans les mêmes rues et tu vieilliras dans les mêmes quartiers. C'est dans ces mêmes maisons que blanchiront tes cheveux. Toujours à cette ville tu aboutiras et pour ailleurs, n'y compte pas. Il n'y a pour toi ni chemin ni navire, pas d'autre vie. En la ruinant ici, dans ce coin perdu, tu l'as gâché sur toute la terre. Et ce poème-là résonne en écho à la quête parfaitement vaine de vos deux personnages finalement. Celle de Lorenzo qui veut fuir l'ennui d'une existence vaniteuse et celle de Thémis. Ensemble, ils ont évoqué le rêve de l'ailleurs, cette folie, comme dit Noureddin, qui fait que tu vends tes terres et ta maison pour payer un premier passeur. Pour finir, tu ne te retrouves que de l'autre côté d'une frontière avec plus rien en poche, si ce n'est l'espoir d'une vie meilleure. Alors, les migrants traversent toute votre œuvre. Ce problème de la migration traverse toute votre œuvre. Quel regard portez-vous sur ce problème-là, qui est un problème plus que jamais d'actualité? Alors, et quelles espérances on peut encore avoir de régler la question? Bon, la question, je ne pense pas qu'elle puisse être réglée. Elle doit être accompagnée et comprise surtout. Moi, j'y suis arrivé à ces migrants par d'abord le fait que ma mère était une migrante en quelque sorte, mais une migrante pas de luxe, si on peut dire, parce que même d'une famille modeste, c'est ce fameux oncle d'Amérique qui lui a offert une école en Suisse quand elle avait 18 ans, en disant « tu ne peux pas vivre dans cette Grèce trop pauvre, il te faut faire des études ». Et puis elle était un peu parachutée comme ça, au bord du Léman, dans une vie qui l'a un peu effrayée au début. Et donc j'avais déjà cette idée du décalage, de la migration, mais bien sûr pas contrainte par l'économie ou la guerre.
Ensuite, de quoi, dans mon travail de journaliste, je n'ai pas arrêté de rencontrer des migrants, bien sûr, en Turquie, au Proche-Orient, en Asie centrale. Et puis, en discutant avec eux, ben, chaque fois, je vois ce projet, ce rêve, quel qu'il soit, et puis ce qu'on abandonne et ce qu'on va chercher. Et puis, ça se heurtait aussi, chez moi, une forme de romantisme du moitié suisse, moitié grec, un peu tiraillé entre ces deux origines, puis qu'il allait toujours chercher en Grèce autre chose que ce qu'il avait en Suisse. J'allais chercher l'autre part, et puis donc je croisais leur chemin, et même géographiquement, puisque quand on arrive à Igoumenitsa, qui aujourd'hui est devenu un grand port d'ailleurs, ben on croise les migrants qui essayent de grimper dans les camions, dans les essieux pour venir sur l'Italie. Alors je me suis entretenu avec des migrants, et je trouve... ça ne veut pas dire que la question de l'intégration n'est pas sensible, ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire qu'on veut accueillir tout le monde. Ça pose énormément de problèmes, mais je trouve intéressant de savoir, d'apprendre à connaître le projet, l'intention, et ce que ça peut, et à essayer de se mettre à la place de ce que ça veut dire de tout quitter. Actuellement, par exemple, je fais partie d'un programme bénévole d'accompagnement de migrants. Et puis j'ai affaire à un Turc qui a 30 ans, et on se voit, je l'aide pour le français. Simplement, puis il a envie de connaître un peu la société d'accueil. Il est permis B, il travaille dans un garage à B, et puis il ne comprend rien quoi, à 30 ans, parce qu'il était soldat sous Erdogan. Et puis Erdogan a limogé une quantité de soldats, parce qu'il estimait que c'était des ennemis politiques. Et ce garçon qui était très fier d'être soldat en Turquie s'est retrouvé en prison 6 mois et puis expédié. Et puis maintenant, il est en Suisse, il essaie de se construire une vie, mais il ne comprend pas. C'est incroyable les discussions qu'on peut avoir. Donc il y a cette volonté pour moi de comprendre et d'expliquer. Et ça passe par des petites choses, des choses ordinaires, quoi. Est-ce qu'on parle trop fort dans un bistrot ou pas ? Est-ce que c'est normal que, contrairement à ce que j'ai pu observer à Athènes, me dit-il, parce qu'il a passé par la Grèce, eh ben, la cathédrale de Lausanne, il n'y a rien, c'est vide, et puis il n'y a pas de bruit, et quand il y a une messe, je dis, c'est un culte, c'est protestant. Ce que tu as vu en Grèce, c'est orthodoxe. Puis bref, petit à petit, on construit des choses. Donc maintenant, j'ai essayé de sensibiliser un peu à travers mes écrits, les lectrices et lecteurs à cette question, et maintenant j'essaie de donner un peu de mon temps aussi plus concrètement. Alors justement, un ouvrage qui évoque le problème de manière cruciale, c'est l'ouvrage que vous publiez en 2015, qui ramène votre lecteur en Grèce et qui s'intitule « Le mur grec ». Nous sommes en 2010 et le pays est plongé dans une crise économique sans précédent lorsque le gouvernement décide d'entreprendre la construction d'un mur de barbelés le long du fleuve Evros, à la frontière avec la Turquie. Ceci pour freiner l'entrée des migrants qui, nuit après nuit, franchissent le fleuve sans que la police grecque ou les patrouilles européennes de Frontex ne parviennent à les contenir. Qui emportera le marché de la construction ? Barbaros, un milliardaire grec, ou Nikolaos Strom, un type moitié allemand, moitié grec. C'est dans ce contexte qu'on va retrouver une tête humaine décapitée sans corps en zone militaire, à proximité du mur en construction et d'un bordel nommé Léros, qui est fréquenté par les soldats. Un agent arrive, c'est l'agent Evangelos, et votre ouvrage, Nicolas Verdon, prend la tournure d'un roman policier politique qui rend compte du libéralisme sauvage et de la corruption, du trafic humain et des dérives de la justice. Alors, évoquant les grandes lignes de cet ouvrage, pouvez-vous nous dire les intentions qui ont motivé l'écriture de ce roman qui me semble assez documenté tout de même? Oui, c'est le premier de tous mes livres qui était vraiment le plus proche de mon travail de journaliste. Et là, c'était un tournant à l'époque en Suisse, au début des années 2000, enfin on va dire bien tapé déjà, autour de 2010, l'hebdo disparaît lentement, les journaux réduisent la voilure, et puis moi je suis allé faire un reportage à la frontière entre la Grèce et la Turquie, où il était prévu de construire un mur sur les seuls 13 km et demi de frontière terrestre entre la Grèce et la Turquie. Sinon, c'est la mer, et sinon, c'est le fleuve Evros. Donc forcément qu'il y avait un afflux de migrants qui essayaient d'entrer en Union européenne, autrement dit, par ces quelques kilomètres sur lesquels les Grecs ont construit un mur. Un mur, en fait, c'est des barbelés.
double rangée de barbelés, etc. Bon, et puis là, je reviens avec tout ça. Beaucoup des observations du livre, notamment le bordel qui est situé à la frontière avec du trafic humain, les patrouilles de Frontex avec lesquelles j'ai patrouillé, j'ai demandé une autorisation la nuit avec leurs jumelles. On voyait clairement les gens franchir le fleuve ou traverser, puis arriver le matin dans les commissariats en Grèce. Situation dramatique, et tout ça, ça forme une matière qui ferait un article. J'en ai fait un pour l'hebdo, mais c'était les dernières heures de l'hebdo, et puis il n'y avait pas beaucoup de place. J'ai essayé de le proposer à des journaux ailleurs, ça n'a pas marché. Je me suis dit, c'est plus possible, maintenant il faut que tu exploites cette matière, et puis utilise la fiction, et puis transforme clairement les choses. Et alors là, j'ai trouvé que l'idée il y avait déjà tellement de violence sur place, en quelque sorte, que ce n'était pas difficile de partir dans le genre du roman noir ou du policier. Donc j'ai constitué ce personnage d'Evangelos, agent des renseignements, et puis je suis parti avec tous les codes du roman noir pour raconter cette réalité. Alors je vais lire un extrait qui m'a fait penser à un extrait de Georges Perec que je vous donnerai tout à l'heure. Hommes, femmes, enfants, vieillards, ils font plus que traverser pays et frontières. Ils franchissent les eaux une fois pour toutes, poussés à l'ouest par la misère, peu importe son origine, pourvu qu'on l'oublie, toute la misère du monde qu'on voudrait derrière soi aussitôt passer le fleuve. C'était sans compter de nouvelles couches de malheur, songe à l'instant à Jean Evangelos, sans compter en plus de 600 € lâchés aux passeurs, le prix à payer pour se dégager de cette poisse qui encrasse le seuil de l'Union européenne où les Grecs en 2010 comme en 1945 fouillent les poubelles pour trouver de quoi bouffer ce soir. Chaque année, ce sont des dizaines de milliers de personnes en situation irrégulière et de demandeurs d'asile qui arrivent en Grèce. La grande majorité des demandeurs d'asile fuyant des pays déchirés par la guerre sont des Afghans, des Érythréens, des Irakiens, des Palestiniens et des Somaliens. La frontière terrestre gréco-turque qui court sur quelques 150 km au nord-est du pays, le long de l'Evros, est devenue le principal point de passage des sans-papiers dans l'Union européenne, avec près de la moitié des entrées illégales détectées. Eh bien, ce passage m'a fait un tout petit peu penser au texte qu'écrit Georges Perec, texte qui a été commandité par l'Institut national de l'audiovisuel. On décide de réaliser un film sur Ellis Island. Et Perec, fortement marqué par la confrontation au lieu, écrit ceci: « Ce que moi, Georges Perec, je suis venu questionner ici, c'est l'errance, la dispersion, la diaspora. Ellis Island est pour moi le lieu même, l'exil, c'est-à-dire le lieu de l'absence de lieu, le non-lieu, le nulle part. C'est en ce sens que ces images me concernent, me fascinent et m'impliquent. » Si je vous demandais de définir ce qu'est pour vous l'exil, vous diriez quoi? La direction et l'abandon. En 2 mots. Oui. Dans un des romans, en fait, enfin dans le premier roman, on voit les migrants qui cherchent à venir en Europe, et puis on voit votre personnage qui lui part dans l'autre sens. Oui, c'est ça. Ça, c'est ce croisement. Ça, c'est très personnel. C'est vraiment une vision personnelle, parce que nous-mêmes, bon, on est, en tout cas, jusqu'à toutes les questions que se posent les gens aujourd'hui sur l'opportunité de voyager, etc., toutes les questions climatiques. Mais de fait, longtemps, depuis les années 60, les Suisses ont eu la chance de voyager quand même. Ils vont découvrir quelque chose ailleurs, on part. Et dans les années 70, il y a eu beaucoup de Suisses aussi dans les milieux plutôt peut-être, on va dire, universitaires, étudiants, qui allaient faire la route des Indes. On partait vers l'Orient, et puis on avait envie de découvrir l'autre, de se découvrir soi-même, Nicolas Bouvier, etc. Mouvement hippie. Et puis, mais de fait, est que les autres arrivent et dans l'autre direction. Est-ce qu'on se croise? Est-ce qu'on se parle au moment où on se croise? Et la Grèce est clairement un lieu, ainsi que la Turquie d'ailleurs, un lieu de croisement absolument évident entre ceux qui quittent et ceux qui vont se chercher ailleurs, quoi.
Alors, évoquant Agent Evangelos, proche de la retraite, fils d'émigrés, puisque ses parents ont fui la Turquie en 1922, vous écrivez « Evangelos a vécu plusieurs vies et rien ne peut les relier. Leurs récits sont irréconciliables et c'est pourquoi il s'efforce de ne jamais parler de son passé. Pourquoi se souviendrait-il de son enfance? À quoi bon évoquer son adolescence, ses études, son divorce? Autant d'histoires qui se suivent, incompatibles, une succession d'accidents que nous connaissons tous et qui finissent par nous perdre si nous tentons leur relecture. Nous sommes faits de ruptures, murmure Agent Evangelos. Vouloir les réconcilier, c'est se défaire, accepter de devenir un autre. » Dans son roman Blanche ou l'oubli, Louis Aragon met en scène Geoffroy-Gueffier, qui est décidé à comprendre les raisons de sa rupture avec sa femme Blanche 30 ans plus tôt. Ainsi fait-il dire à son héros « Je relis ma vie comme un roman que j'aurais aimé ou pas aimé, enfin qui m'eût fait jadis une certaine impression. J'en saute les pages, cherchant ce moment dont j'attends qu'il me prenne à la gorge. Je ne le trouve pas, ou peut-être l'ai-je passé. Est-ce bien cela, oublié, un cache-cache avec soi-même ?» Alors une question un peu plus générale, peut-être plus personnelle. Cruelle fatalité du temps qui passe. Vous, Nicolas Verdun, vous pensez quoi du temps qui passe? Disons que je commence à le sentir arriver ce temps, parce que plutôt à travers les personnes qui ont disparu, et puis j'ai toujours eu le regard dans le rétroviseur, moi, et j'ai toujours aimé parler avec des gens du passé. Je veux dire, de mon passé. Donc, par exemple, typiquement, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère paternelle qui est née en 1903. Donc, moi, je parlais avec ma grand-mère de gens du 19e. Elle me parlait du jour où la rue du village de Chardonne a été asphaltée. Et pour la première fois, des voitures avec les petits chats qui passaient dans les roues de la voiture, parce que voilà, tout ça, c'est des images que j'ai et que j'ai toujours conservées. Et aussi, comme journaliste, à 24 heures, j'ai eu cette chance d'avoir des journalistes collègues. Au début j'ai été engagé en 95 à l'époque. Moi, j'avais 24 ans. Et puis, j'étais très ami avec des gens nés en 1929, 30, jusqu'à 45. C'est des gens avec qui j'avais plus de choses à partager qu'avec les gens de ma génération. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimais leurs histoires et puis j'aimais apprendre, en fait. Pour moi, le passé, c'est une source d'apprentissage et de compréhension du présent. Mais c'est vrai que parfois, je devrais un petit peu plus... je le suis à travers mes deux fils, je suis amené à regarder le présent quand même. Mais j'ai toujours eu cette fascination pour le monde d'avant. Alors, 15 ans ont passé. Evangelos, que le lecteur a croisé dans le mur grec, est maintenant à la retraite du service national de renseignement grec. Et vous, Nicolas Verdun, vous le remettez en selle dans La récolte des enfants qui a été publiée en 2023. Evangelos passe les fêtes de fin d'année à Zurich chez sa fille et son beau-fils. L'occasion pour lui de retrouver sa petite fille de 15 ans qu'il n'a pas assez l'occasion de voir. Après 2 semaines passées en Suisse, vient l'heure des adieux. Le grand-père a été prié par sa fille de conduire en Grèce sa grosse limousine électrique, un service destiné à faciliter le déménagement proche de sa fille qui a décidé de retourner vivre avec sa famille à Athènes. En route pour la Grèce, via l'Italie, le grand-père décide de prolonger son voyage avec un long détour par l'Albanie. Et ce sera le début d'une aventure assez rocambolesque. Votre récit s'articule en 3 séquences. Donc, il y a l'itinérance d'Evangelos dans les montagnes d'Albanie, battu par la tempête de neige. Et il y a le récit que Zacharias, qu'Evangelos a rencontré sur le bateau, a transcrit dans un manuscrit intitulé « Pourquoi ?» et qu'il donne à Evangelos. Et il y a enfin l'intrigue principale, et c'est pas rien, la disparition de Zoe, la petite fille d'Evangelos. En fait, tout ceci se construit sur fond d'islamisme, de réseaux sociaux, de guerre civile.
Mais dit comme ça fait peur. Dit comme C'est ça, vrai. voilà. Alors justement, j'ai deux questions. La première, c'est vous accrochez toujours vos romans à l'histoire passée, enfin à l'histoire. Et puis, vous semblez vouloir gagner le lecteur en exerçant votre plume aussi dans le roman policier. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire un roman biographique ou un roman tout court? Un roman policier, c'est deux écritures. Oui, moi je fais la différence entre le roman policier et le roman noir. Noir dans le sens où on part d'une situation complexe, dramatique, pour aller vers un dénouement qui sera peut-être un peu plus optimiste ou positif. Le roman policier, c'est clairement un roman avec un flic, en tout cas, une enquête, et puis une résolution. Bref, le roman noir, ça permet d'explorer des zones obscures avec une tension dramatique qui, moi, me plaît beaucoup, que je trouve très efficace. Et après avoir été un lecteur de romans policiers basiques, mais basiques au sens noble du terme, j'entends, mais d'avoir lu des Agatha Christie, des Conan Doyle et des compagnies Higgins Clark, et ben tout d'un coup, j'ai découvert à travers les romans noirs américains une manière de dire le monde, de raconter le monde, mais qui est aussi celle finalement de Camus, de Faulkner ou que sais-je. Hein. Donc on n'appelle pas ça roman noir, mais c'en est aussi parfois. Et donc pour moi, ça va très bien avec l'exploration que je fais de la Grèce et puis des sujets qui m'intéressent. C'est vraiment un moyen de passage, au fond. C'est une manière d'entraîner les gens dans des réalités complexes, sans passer forcément par l'introspection psychologique qui serait la mienne, ou par des personnages romantiques, ou par une histoire d'amour, ou par, que sais-je, une biographie. Là, on est vraiment... tout concourt à éclairer une situation donnée. C'est ça pour moi le roman noir. Mais en partant toujours effectivement de quelque chose qui dysfonctionne. Alors, dans cet ouvrage, La récolte des enfants, pourriez-vous juste, pour le public, évoquer justement le noyau historique, ces enfants qui ont connu l'enfer des camps de rééducation? Alors, il y a deux types d'enfance dans ce livre. Alors, le premier, La récolte des enfants, c'est un titre qui est un peu compliqué, qui a fait peur à pas mal de gens d'ailleurs, parce que le mot enfant, on se dit, aïe, aïe, c'est encore une histoire de crime avec des gamins. Non, c'est pas ça. La récolte des enfants, c'est la traduction littérale d'un mot grec, pédomazoma, ça veut dire la récolte des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, à l'époque ottomane, le sultan, dans l'immense empire qu'était l'Empire ottoman, prenait des enfants dans des familles des pays soumis à l'Empire, à Constantinople, à Istanbul, et puis il en faisait un de ses soldats. Le corps des janissaires qui l'entouraient était fait de soldats grecs, albanais, bosniaques, entre autres. Et donc les villageois grecs avaient toujours très peur des émissaires du sultan qui venaient prendre un garçon dans une famille et qui l'emmenaient pour toujours en Turquie. Donc ça, on appelait ça la récolte des enfants. Puis ce mot a réapparu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand il y a eu la guerre civile en Grèce. La Grèce avait combattu les nazis, la résistance grecque a été soutenue par Churchill, c'était des communistes souvent qui combattaient les nazis. Arrivent des élections, où à peine les Allemands quittent la Grèce, élections en décembre 1944. Les communistes gagnent les élections et Churchill dit, pas question, on ne va pas laisser les communistes prendre le pouvoir. La Grèce, c'est notre berceau civilisationnel. Et donc, il a soutenu les fascistes, les royalistes, la Grèce était un royaume, pour combattre ces communistes qu'il avait aidé à combattre les Allemands, en quelque sorte. Et donc, la Grèce se déchire. Horribles années de guerre que ma mère a vécu enfant, avec des familles qui s'entretuent, etc. Et là, encore une fois, on parle de pédomazoma, parce que la reine de Grèce, soutenue par Churchill et les fascistes, prenait les enfants dans les familles de village, les mettait dans des orphelinats et ils en faisaient des parfaits petits sujets de la reine. Ils l'appelaient même la reine maman. Et puis il ne fallait surtout pas qu'ils soient soumis aux communistes. Leurs parents étaient mis en prison. Mais d'un autre côté, les communistes, eux, prenaient leurs enfants et ils les plaçaient dans le bloc de l'Est, en Tchécoslovaquie, en Albanie,
même jusqu'en Ouzbékistan, pour pas qu'ils soient, pour les protéger soi-disant de la guerre. Mais en 1950, tout s'arrête et qu'est-ce qui se passe? Certains de ces enfants sont revenus en Grèce que dans les années 90. C'est ça la récolte des enfants, c'est ça le fond de l'histoire. Mais en même temps, j'ai pensé à un autre sujet qui m'a beaucoup touché en Suisse, c'est bien sûr les enfants placés. Et donc, on est aussi dans un phénomène où, pour la protection de l'enfant, on va les placer dans des familles, on les sépare des parents pauvres ou alcooliques, et puis on connaît, la Suisse a demandé pardon il y a une dizaine d'années par rapport au drame que ça a pu causer, sans parler même des abus dont ces enfants ont été victimes dans des familles paysannes ou au sein de l'Église parfois, mais tout simplement par le fait de la séparation. Et donc là, j'ai retrouvé, il y avait un parallèle, et en fait, dans ce livre, de manière assez, je veux dire, l'équilibre était difficile à atteindre, mais j'ai pu un peu, à travers l'histoire, rassembler ces deux histoires, étant gréco-suisse, quoi. Alors, on a parlé de voyage, j'y reviens donc. Evangelos, décidé donc à prendre le bateau pour l'Albanie, confie « Je déconnectais mon téléphone, je désactivais également les connexions à distance de la Tesla. Désormais, j'étais seule et je retrouvais cette sensation de liberté propre au vrai voyage. S'en aller sans but véritable, sans se souvenir de ce qu'on laisse derrière soi et sans donner tout le temps signe de vie aux siens. » Ça m'a fait penser à ce roman de Georges Simenon, La fuite de Monsieur Monde. Ce matin-là, dans la salle de bain, il s'était souvenu qu'il avait juste 48 ans, rien d'autre. Il avait 48 ans, bientôt 50. Il se sentit fatigué. Dans l'eau chaude, il étira ses muscles pour les débarrasser de la fatigue accumulée pendant tant d'années. Il acheva de se vêtir, il était méticuleux dans sa toilette. Il avait 48 ans. Est-ce que sa femme y penserait? Son fils? Sa fille? Personne sans doute. Monsieur Monde dirige une importante entreprise de transport, mène une vie bien rangée, sans éclat. Et voilà que, sans crier gare, le jour de ses 48 ans, il lâche tout pour prendre le premier train qui passe. Alors, il y a beaucoup de départs, il y a beaucoup d'exils, il y a beaucoup de voyages dans vos ouvrages. Un voyage pour vous, qu'est-ce? Que pensez-vous de ce qu'écrit Lord Byron à sa mère? Si l'on ne voit pas d'autre pays que le sien, on ne peut pas donner ses chances à l'humanité. Ça me paraît évident. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de voyager, par contre, pour justement élargir un peu son champ. Il faut avoir le temps, il faut avoir l'argent, et puis, comme je disais tout à l'heure, maintenant il y a d'autres paradigmes qui entrent en ligne de compte par rapport à l'opportunité de voyager, de prendre des avions, d'aller à l'autre bout de la planète. Mais moi, je pratique ça vraiment un peu comme une cure, hein, je veux dire. Il n'y a pas si longtemps, ce printemps, enfin au début du printemps, par exemple, j'avais envie d'écrire et d'avoir du temps pour écrire, et puis il m'en fallait un peu de tranquillité. D'habitude, je vais en Grèce pour ça. Mais là, je me suis dit, je vais me décentrer, parce que je vais toujours en Grèce, donc va enfin voir cette ville que tu as tant envie de voir depuis si longtemps, c'était Tanger. En 89, j'avais 18 ans, j'étais avec un copain, on faisait du l'interrail, on arrivait dans le sud de l'Espagne, et puis on a essayé de passer sur Tanger par Algeciras, et puis on n'avait pas de passeport, on avait que la carte d'identité, donc pas question d'entrer en Afrique à l'époque. Donc là, j'avais cette frustration, et puis après, j'ai lu beaucoup de choses sur Tanger, ville d'expatriés, ville d'écrivains, et puis là, j'ai dit, il est temps, quoi. Donc, et puis ça m'a fait du bien d'être à Tanger, et puis d'être confronté de nouveau à ce que j'avais connu à l'époque de mes voyages au Proche-Orient, l'islam, la pauvreté. Disons que je n'ai pas beaucoup écrit parce que j'étais trop pris par ce que je voyais, quoi. Mais par contre, ça m'a remis un peu les pendules à l'heure aussi par rapport à pas mal de choses. C'est un peu ça. Alors, 2005, 2015, 2023, 2026. Rendez-vous à Thessalonique, le mur grec, la récolte des enfants et Athènes brûlait. 4 ouvrages dont le point commun est la Grèce. L'auteur des 3 premiers, c'est Nicolas Verdun.
L'auteur du tout dernier, qui est sorti ce mardi même, on a une primeur aux éditions de l'Aube et qui porte le titre de « Et Athènes brûlait », est de Nikos Nikolopoulos. Alors pourquoi ce pseudonyme? C'est très trivial, honnêtement, même s'il y a un joli fond, quoi. Mais donc j'ai changé d'éditeur parce que la maison d'édition que j'avais en France, la fondatrice, directrice, a pris sa retraite, puis les jeunes qui ont repris, ils voulaient faire que du fantasy et de la science-fiction, qui était un fond très important de la maison La Talente. Mais ils ne voulaient plus faire de romans noirs, plus rien. Donc alors, je me suis retrouvé un peu orphelin. J'ai commencé à chercher une maison. Je suis tombé dans cette maison que j'aime beaucoup, l'Aube, qui est située tout près d'Aix-en-Provence et puis qui est très engagée, avec des valeurs qui me plaisent. La jeune éditrice qui dirige cette maison me dit « Ah, mon directeur commercial m'a dit que ça serait quand même pas mal si vous preniez un pseudo grec, parce que quand même, Verdun... les Français adorent lire des choses qui les décentrent, et puis c'est plus exotique. Puis je me suis dit, bon, ben, allons-y, quoi. En fait, puisque de toute façon, dans le domaine du roman noir et du polar, il y a beaucoup d'auteurs qui prennent des pseudos à des moments. Jouons un peu à ça, c'est l'aspect ludique. Voyons si effectivement il y a un impact après en librairie. Et puis, je me suis dit, mais quel nom prendre? Alors, le nom de ma mère, ça m'embêtait de prendre le nom de ma mère parce que elle est bien de ce monde. Et puis, je trouvais un peu que c'était lui voler son identité directe. Par contre, j'ai pris le nom de sa mère à elle, Nikolopoulos, puis ça joue avec Nikos, Nicolas, Nikolopoulos. Bon, ça sonne un peu comme Rastapopoulos. Les gens savent qu'ils sont en Grèce, ça, en tout cas, il n'y a pas de doute. Et puis, voilà, donc... c'est ça l'histoire, c'est bêtement ça. Mais j'ai passé chez Payot hier, et puis la libraire m'a dit à Lausanne, ah, monsieur Verdun, est-ce qu'on ose mettre un bandeau pour dire que c'est vous quand même? Parce que... Alors moi, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Dans les rues basses d'Ekareia, l'air est plus dense encore. Vers midi, les maths ont tiré des gaz lacrymogènes aussitôt après le début d'une manif contre l'inaction face au réchauffement climatique et aux feux de forêt qui en découlent. Sur les pancartes laissées en plan sur la place centrale, le responsable des incendies est tout trouvé, le gouvernement. 2 containers à ordures fondues collent au bitume surchauffé. L'odeur des pains carbonisés se mêle à celle du plastique brûlé. Vous l'avez bien compris, Athènes est en crise. Pouvez-vous, Nicolas Verdun, nous dire quelques mots de ce nouveau roman? Je vais vous donner la consigne. Il faut que ça nous donne l'envie immédiate de le lire. Là, le pitch. Non, mais comment dire? Il y a une contradiction fondamentale chez l'agente des renseignements, parce que désormais j'ai une agente et plus un agent. Poppy, c'est une femme qui est écologiste, qui ne veut pas faire d'enfant, parce qu'elle ne veut pas faire un enfant sur cette planète qui va mal, qui est en feu, pour dire. Et pourtant, elle doit protéger un ministre grec qui, lui, est un des pires salopards sur le plan de la destruction du littoral athénien, avec l'extension du port chinois au Pirée, et qui ne fait rien pour lutter contre les incendies de forêt. Et justement, Athènes est entourée par les feux, on ne respire plus, les cendres tombent sur la ville. Moi, j'ai vécu des situations pareilles en Grèce. Et donc, elle dit, mais comment est-ce que je peux, moi, protéger cet homme en ayant un sens écologique aussi développé? Et c'est d'autant plus compliqué qu'il y a un projet d'attentat contre le ministre. C'est ça la menace qui pèse sur le ministre. Et ce sont des écologistes radicaux qui veulent flinguer ce ministre, faire déposer une bombe dans sa voiture. Donc les gens qu'elle combat, ils partagent son constat, mais les méthodes sont différentes. Alors elle n'a pas de chance parce que son époux Adonis, qui est archéologue, lui dédramatise constamment la situation. Il est toujours posté derrière ce constat dans l'Antiquité déjà. Et un jour, un matin, Poppy se réveille, se lève, Adonis prépare le café et elle voit l'Acropole et elle songe
La vue sur l'acropole, ce tableau immuable qui fait croire que tout est répétition, que rien jamais ne change. Athènes viendrait à brûler de fond en comble, le Parthénon, hors de portée, serait toujours là. Et ce n'est que quelques traces noires sur ce marbre. Un peu plus loin, comment peut-on à ce point refuser l'évidence? 50 ans que la Grèce brûle, chaque été, rien ne change. Et lui, persuadé de lire le futur dans ce passé qu'il a tant étudié au point de s'y complaire, toujours à dire que tout passe et tout revient, que tout meurt et tout refleurit. Et ces deux passages m'ont fait étrangement penser aux propos de Jean-Baptiste Alphonse Karr, hein, dans une revue mensuelle, Les Guêpes. Il disait « Plus ça change et plus c'est la même chose ». En fait, cette phrase-là elle a été reprise par Giuseppe Tomasi, di Lampedusa, dans le roman Le Guépard. Il faut que tout change pour que rien ne change. Et c'est exactement les propos de Poppi. Ouais. Oui, en fait... est-ce que vous les avez plagiés? Non, non, pas du tout. Alors là, j'avoue que je suis très honoré, mais... Mais bon, en même temps, on fait que ça, du plagiat, parce que, en fait, on fonctionne un peu comme une intelligence artificielle, quand même, les romanciers. C'est qu'on lit, on consomme du texte en permanence, et puis, à un moment donné, ça ressort dans nos propres textes, certainement. Ce qui m'a guidé là-dedans, c'était la lecture de Platon, quand même, parce que Adonis, le mari de Poppi, effectivement, il dirige... un secteur archéologique important en Grèce, et puis il cite Platon. Et dans un des Platons, je ne sais plus lequel, je crois que je le lis dans le livre, Critias, voilà, il décrit l'effondrement écologique dû à l'activité humaine. Il dit qu'en fait, les montagnes ne retiennent plus autour d'Athènes, et sur les îles ne retiennent plus les pluies parce que tout a été exploité pour construire des maisons et des temples. Ils ont rasé les forêts. Quand on lit et donc il y a des glissements de terrain. Il parle aussi dans la guerre du Péloponnèse, par exemple. Quand on lit la guerre du Péloponnèse, chez les auteurs romains, ils décrivent comment ils rasent entièrement des oliviers pour simplement affamer Athènes. Enfin, toutes ces questions écologiques. Alors lui, il voit ça comme des cycles, et puis ça revient, et puis de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter, quoi. Mais moi, je ne prends pas position, en parenthèse, dans mon livre. C'est ce que je m'efforce de faire, c'est que mes personnages dialoguent, et puis à chacun de se faire son idée. Mais alors bien sûr, la question me taraude, mais ensuite, je ne veux pas donner la réponse. Mais par contre, concernant les feux, force est de constater, par exemple en Grèce, que, je veux dire, c'est juste plus possible. La Grèce ne cesse d'augmenter son budget de défense, mais elle n'augmente pas son budget de défense incendie, alors que chaque été, il y a des hectares entiers qui disparaissent. En 2007, le Péloponnèse avait presque entièrement brûlé. Aux chances, la Grèce, il pleut quand même en Grèce, donc les forêts jaunes sont réapparues, il y a une régénérescence, mais qui dit que ça ne va pas repartir? Et puis l'île de Bé, derrière Athènes, magnifique presqu'île, qui était une vraie réserve naturelle, est partie en fumée il y a 2 ans. C'est terrible de voir ça. Et c'est terrible d'être dans une situation proche d'un incendie où vous voyez ce balai des hélicoptères, des canadaires, et puis que vous ne pouvez plus respirer tellement la forêt brûle, quoi. C'est effroyable à vivre, ça. Alors, la présence d'Evangelos est très singulière dans ce roman. On voit réapparaître ce personnage. En fait, victime d'un AVC, il est complètement mis en marge de l'action qui se déroule dans le roman. Par contre, et c'est à mon avis un point fort du récit, il se raconte au lecteur en 6 chapitres, jusqu'à l'aveu. Je n'en dis pas plus. J'ai choisi un extrait du dernier. Lorsqu'Evangelos sort de l'hôpital, il s'apprête à retrouver sa petite fille Zoé. Et voilà ce qu'il dit. Juste, c'est Zoé, c'est comme Zoé. Oui. Zoé en français, oui. Et en grec, c'est Zoé, et ça veut dire la vie, en fait. La vie, oui. Ouais. Dans la ville détrempée par les premières averses, j'entendis alors un étrange concert. Chant de pétales morts, concert de feuilles noyées, c'est bien cet appel des profondeurs, le chœur des racines noires, un hymne phréatique, la voix sourde des rivières enfouies d'Athènes. Nos vies sont comme Athènes ce matin-là sur l'ancienne route d'Éleusis. La ville recouvre, superpose, efface, se souvient, raconte, oublie, reconstitue, nie ou se renie. Elle redessine nos existences au gré de nos passages.
On ne répare pas le passé. En revanche, fort de nos égarements, nous avons toujours la possibilité de sortir du rail, jamais trop tard pour emprunter les chemins de traverse. Nicolas Verdun, avez-vous des regrets? Beaucoup. Mais en même temps, je les vis assez bien parce que je les confronte aux choses que j'ai faites sans vivre les choses que j'aurais voulu faire. Par exemple, un des premiers regrets, il est tellement évident que, au fond, il est contrebalancé par une chose merveilleuse. Mais en fait, à 24 ans, j'avais prévu de descendre en Afrique du Sud avec une Land Rover avec un copain. On avait acheté la Land Rover dans le Jura. Moi, là, vraiment, c'est de l'anecdote, mais c'est un regret. Et puis, on n'était pas bricoleurs. On avait loué une grange à Palaisieux dans la Veuvez. On l'avait posée sur des plots et puis on avait commencé à changer les freins, à faire tout ça. Bref, on s'était improvisé mécano. On avait acheté les plaques de désensablement. On était prêts à partir. Et là, ma copine me dit « je suis enceinte ». Et donc, le voyage a été interrompu. Je suis devenu papa à 24 ans. C'était pas prévu, mais c'était génial, quoi. Donc, mais c'est vrai que j'ai toujours regretté. Et après, mon pauvre pote se baladait dans les rues de Lausanne avec la Land Rover, avec les plaques de désensablement. C'était effroyable. Mais ça, c'est un regret un peu anecdotique, un peu stupide. Mais des regrets profonds. On peut regretter d'avoir pas dit certaines choses à certains moments. Moi, je trouve qu'il faut... peut-être les pires regrets, c'est d'avoir manqué de courage dans certaines situations, en ce qui me concerne. Parfois, des choses auraient dû être dites dans des cadres professionnels, parce que dans le monde qui est celui des médias, je trouve qu'il y avait beaucoup de violence quand même, de violence entre collègues en fait. Il y avait des pressions, il y avait des choses inadmissibles. Aujourd'hui, on a beaucoup évolué dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la parole elle est peut-être plus facile. Les rapports de violence professionnelle, d'abus d'autorité, pour dire, il y a des canaux peut-être qu'il n'y avait pas à l'époque. Il y avait des choses qu'on n'osait pas dire parce que c'était juste comme ça, quoi. Et moi, je regrette, j'ai vu partir des personnes en burn-out à l'époque, et je voyais bien la situation se dégrader, mais à mon niveau hiérarchique, j'étais quand même déjà cadre à Edipresse. Je n'osais pas dire les choses parce que j'avais peur, au fond, de l'autorité, quoi. Ce genre de regret, quoi. Alors j'aimerais aborder un dernier ouvrage parce qu'il est singulier. New Delhi, septembre 2006, la foule, les visages partout, les odeurs, c'en est déjà trop pour moi. Quelques secondes d'Inde et déjà m'aveugle la lumière crue d'un été que je croyais derrière moi. En juillet, j'étais à Beyrouth sous les bombardements. Cette nuit-là, les Israéliens ont bombardé. Sur le toit de l'hôtel, j'ai vu disparaître un quartier entier de la cité lépreuse. Une semaine a passé, d'autres maisons ont sauté. Je suis rentrée en Suisse. Il s'agit là d'un extrait des notes que vous publiez à la fin de votre récit Saga Le Corbusier, paru en 2009. Un recueil de fragments qui esquisse l'homme et l'œuvre. Une succession de séquences en fait où surgissent sa vie et les gens qu'il a côtoyés et surtout les lieux, la Chaux-de-Fonds, Paris, Alger, Rio, Chicago, New York, l'Inde, où vous dessinez, enfin où il dessine la ville de Chandigarh. Ouvrage singulier pour un personnage tout à fait génial et pourtant, et vous écrivez, le 23 mars 1943, avez-vous dit ce qui s'est vu à Drancy. Au coup de sifflet, le 52e convoi des déportés français s'ébranle, direction Sobibor, 994 juifs pour un aller simple vers la mort. Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas su voir, vous n'avez rien dit. Pourquoi avoir choisi Le Corbusier précisément pour ce roman biographique, pour un roman biographique? Parce que en fait, j'ai découvert un aspect du Corbusier. Moi, j'habite à Chardonne.
Dans mon enfance, j'habitais Chardonne, j'y suis retourné. Puis il y a la petite maison Le Lac à Corzo, au bord du lac, la maison de Corbusier, qu'il avait faite pour ses parents. Et donc moi, je m'étais toujours posé la question, mais comment c'est possible c'est misérable cette maison, elle n'a aucun intérêt. Puis bref, puis tout d'un coup, j'ai découvert au contraire qu'elle était extraordinaire. Puis j'ai commencé à tirer le fil et puis j'ai décidé d'aller voir les lieux que Corbusier avait construits. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'il a énormément écrit. Il n'est pas content, et peint aussi. C'était un sculpteur, un peintre. Il espérait d'ailleurs être un peintre de génie. Il espérait être comme Fernand Léger ou autre. Et sa mère lui disait toujours, mais très tard, elle est morte à 107 ans, je crois. Elle disait toujours, mais c'est nul ce que tu dessines, c'est pas bien. Et il était très frustré alors qu'il était architecte reconnu. Puis tous ces aspects-là biographiques m'ont passionné. Et puis je voyais dans ses écrits alors toute une pensée, une réflexion qui m'a beaucoup séduit et qui correspondait un peu à mon regard sur le monde, une manière et aussi un malentendu absolu entre ce qu'il pensait, ce qui était construit en son nom, et puis ce que d'autres ont voulu reproduire à partir de modèles qui étaient ceux, par exemple, de la Cité radieuse à Marseille ou la Cité Rezé à Nantes, où on a construit des barres d'immeubles vraiment nuls et pas habitables, alors que lui, si vous allez visiter la Cité radieuse, vous verrez quand même que le projet est très différent d'une barre d'immeubles des banlieues nord de Marseille. Il y a des parcellets, il y a des espaces communs, il y a des étages différents dans les appartes. Enfin bref, de dehors, on a l'impression que c'est un bloc, mais en fait non, c'est conçu avec un sens de la lumière et puis de l'habitat. Mais c'est un personnage passionnant, puis il est suisse, et puis il a vécu, la Suisse l'a rejeté quand même, lui-même l'a rejeté encore plus, et puis finalement, je trouvais bien, il y avait une sorte d'espace poétique comme ça à travers sa biographie. Et ce qui est étonnant, c'est que mon livre est sorti en même temps que la première biographie vraiment sérieuse et très bien écrite, mais vraiment universitaire, qui lui était consacrée. Et ma biographie à moi, parce que c'est quand même une biographie, eh ben, elle est plutôt poétique, je dirais. Alors, Pierre Assouline, dans Vie de Job, écrit « L'exercice de la biographie se pratique en 4 temps. Absorption, rumination, décantation, déglutition. Il faut tout lire et tout écouter avant de tout oublier. Ouais. » Vous avez procédé comment? Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. J'ai tout lu, vraiment. J'ai lu presque toute son œuvre. Et puis j'ai aussi beaucoup étudié sa peinture, et puis ensuite j'ai beaucoup voyagé. Je suis allé en Inde justement, jusqu'en Inde, parce qu'il a construit une ville en Inde qui s'appelle Chandigarh. Et puis c'est complètement fou parce que vous êtes à New Delhi, si vous connaissez l'Inde un peu, il y a ce chaos complet des villes, les voitures qui se croisent, les pousse-pousse, la misère. Et puis tout d'un coup on va dans le Pendjab, qui est à peu près à, je sais pas, 300 km de New Delhi au nord. Et on arrive dans une ville où tout est rangé, où une ville qui est tirée au cordeau et qui fonctionne plutôt comme une ville occidentale. Et c'est l'architecture même de la ville, telle qu'elle a été conçue, a créé une espèce de manière de vivre dans cette ville qu'on trouve dans aucune autre ville en Inde. Et ça m'a vraiment frappé. Alors, on doit clore. Des questions simples pour des réponses du tac au tac. Je ne sais pas si je sais répondre du tac au tac. On verra. Les questions peuvent être indiscrètes. Alors, le luxe dont vous ne pourriez vous passer? Le livre ancien. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, simplement je suis collectionneur de... Voilà. Mais vous aviez une librairie? Oui, j'avais une petite librairie de livres anciens, puisque en fait... quand j'étais indépendant, il me fallait un bureau, puis j'avais décidé de prendre un commerce à Lausanne et puis de le transformer en librairie ancienne, tout en faisant mes articles. C'était génial comme période de vie, mais en même temps, je passais plus de temps à discuter avec les clients qu'à vendre des livres, donc c'était pas vraiment un commerce rentable, on va dire. Ça payait mon loyer, ça me permettait de racheter des livres et puis d'être heureux, quoi. À quelle occasion mentez-vous? Maintenant, en vous disant que je ne mens pas, que je ne mens jamais. Qu'est-ce que vous aimeriez changer en vous? J'arrive pas à répondre à cette question. Oh, c'est pas grave.
La prochaine est très bien. Changer de lunettes, parce que je les ai trop vues. Un casting idéal d'un dîner chez vous, si vous deviez inviter. Et bien là, je dirais vraiment justement une rencontre entre gens d'horizons totalement différents. Idéal, ça serait d'avoir un écrivain grec, un écrivain marocain, un écrivain israélien, un écrivain palestinien, par exemple. À qui aimeriez-vous dire pardon? À toutes ces personnes qu'on laisse dans l'ignorance du passé, c'est-à-dire nos enfants parfois. Je ne sais pas comment dire ça, mais on a tendance parfois à leur accorder... Enfin, moi, si je pense à mon fils, par exemple, le plus jeune, j'accepte au fond ce passage du téléphone, du multimédia, de l'abandon de la lecture, parce qu'on ne peut pas l'empêcher d'être d'aujourd'hui. Mais en même temps, on sait qu'on va le couper de choses fondamentales, par exemple le livre. Aragon disait « On est adulte lorsqu'on a pardonné à ses parents ». Avez-vous aujourd'hui une réponse à la question que vous posez dans Récolte des enfants? Il y a un moment où vous dites, vous écrivez « À quel âge cesse-t-on d'être un enfant ?» Peut-être quand on perd ses parents, ce qui n'est pas encore arrivé. Et enfin, votre définition du bonheur. La simplicité et la convivialité. Alors, à l'issue de cette rencontre, j'aimerais, et du fond du cœur, au nom de tous, vous remercier, Nicolas Verdon, pour ce moment de partage. Un jour, vous avez choisi d'écrire. Vos personnages ont alors pris le pas et donné le ton. Une œuvre est née, empreinte des sonorités graves de l'existence humaine. Ainsi, au désir caché de Claude Simon, qui, dans son roman L'homme-fusil, confie « Raconter pour reconstituer, reconstruire au moyen d'équivalents verbaux quelque chose qu'il a fait ou vu, comme s'il ne pouvait pas admettre que ce qu'il a fait ou vu n'avait pas laissé plus de traces qu'un rêve », répond celui du Corbusier, à propos duquel vous écrivez « Vos livres montent la garde, cimentant la moindre faille d'une vie que vous avez conçue comme une autobiographie en réécriture permanente. Tous vos écrits participent du même mouvement théâtral, une vaste comédie où, grand guignol, vous triomphez des aléas. » Nicolas Verdon, merci. Merci à vous. Merci, merci. Très très beau travail, vraiment. J'apprécie. Alors, dernier café littéraire de la saison. Merci de tout cœur à tous, Médiathèque et son équipe, techniciens qui œuvrent pour que l'instant s'éternise sur la toile, auteurs qui tissent nos jours du fil précieux de leur poésie, Isabelle pour les magnifiques photos, mon cher public, parce que sans vous, nous ne serions tout simplement pas là. Soyez tous remerciés, tous et chacun très singulièrement. Et pour vous le dire plus poétiquement, en cadeau, quelques vers du poète Yanis Ritsos, extrait du poème « La paix ». Le rêve de l'enfant, c'est la paix. La paix, c'est la bonne odeur du repas le soir, quand l'arrêt d'une voiture sur la route ne provoque aucune peur, quand celui qui frappe à la porte ne peut être qu'un ami, et qu'à n'importe quelle heure, la fenêtre ne peut s'ouvrir que sur le ciel éblouissant, nos yeux comme une fête des cloches lointaines de ses couleurs. Quand les prisons deviennent bibliothèques et que de porte en porte, une chanson s'en va dans la nuit. Quand un jour passé n'est pas un jour perdu, mais une racine qui le soir s'épanouit en feuilles de joie et que ce jour est un jour bien gagné, eh bien c'est la paix. C'est ce que je vous souhaite à tous pour un bel été.
Merci.